Bonsoir et bienvenue pour suivre votre journal de la Côte d'Opale. Merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres de cette édition du vendredi 19 octobre. Une structure d'accueil pour les adolescents audomarois vient de voir le jour. Un changement de process industriel annoncé ce midi à la Société de la raffinerie de Dunkerque. Et puis nous irons à Boulogne-sur-Mer pour la découverte du service public de l'emploi. On a appris ce matin que l'ouverture du dossier sur le mariage et l'adoption aux couples homosexuels prévu le 31 octobre sera finalement examiné au Conseil des ministres le 7 novembre prochain. Ce dossier qui fait partie des promesses de campagne de François Hollande fait d'ores et déjà débat. On devra en parler beaucoup dans les prochaines semaines. J'accueille sur le plateau Jean-Pierre Decol, député de la 14e circonscription du Nord et apparenté UMP, opposant à ce projet. Jean-Pierre Decol, bonsoir. Bonsoir Valérie. Avant d'évoquer avec vous ce dossier brûlant, tout de suite un témoignage. Nous sommes allés à la rencontre de deux Dunkerquoises, Laurence et Nathalie. Pacsées depuis 5 ans, elles espèrent que le mariage pour tous, elles attendent le mariage pour tous avec impatience. On écoute tout de suite leurs attentes sur ce reportage de Fabrice Genka. Laurence et Nathalie partagent leur vie depuis 2007. C'est suite à un coup de foudre qu'elles ont tout plaqué. Toutes les deux mariées avec des enfants, elles ont divorcé de leurs époux et se sont aussitôt pacsées ensemble. Elles forment aujourd'hui un couple qui s'assume, qui ne se cache pas. Leur homosexualité, chacun la vit bien, leurs enfants et leur entourage. Pour elles, le pacs était une avancée. Le mariage sera une reconnaissance sociale. Dire qu'on est marié, qu'on a une femme ou un homme pour un homme, je trouve que c'est quelque chose à faire et à obtenir. Et puis aussi le regard par rapport à nos enfants. Mariage avec la fête autour de nos amis, par rapport aux enfants qui attendent ça aussi, qui trouveraient normal qu'on se marie. Et puis en tant que citoyenne, on paye nos impôts comme tout le monde, on est soumis aux mêmes lois et il est dommage qu'il y ait une position différente simplement parce qu'il y a un problème d'orientation sexuelle. La loi, justement, discrimine pour l'instant ces couples, surtout en ce qui concerne les enfants. Seul le géniteur est reconnu, l'autre n'existe pas. Le mariage pour tous pourrait faire évoluer la législation en ce sens. Par rapport aux enfants de ma compagne, c'est vrai, il arriverait n'importe quoi à un de ses enfants qui serait hospitalisé. Je ne serais pas en droit d'aller visiter l'enfant parce que je ne suis pas reconnue, je suis beau-parent. J'éduque l'enfant avec ma compagne. Ça pourrait être une ouverture aussi, si la loi passait dans la reconnaissance du beau-parent. Il y a beaucoup de couples hétéros aussi qui sont dans des cas où ils ont divorcé. Et le beau-parent, en effet, n'a pas non plus de droit envers l'enfant de sa compagne ou de son compagnon. Mariés ou pas, Laurence et Nathalie vont bientôt déménager dans leur toute nouvelle maison où il y aura une chambre pour tous les enfants, pour toute la famille. Alors Jean-Pierre Decol, dites-nous pourquoi vous êtes contre ce projet? D'une part, je suis contre le mariage homosexuel parce que je crois d'une part que les Français ont d'autres préoccupations actuellement. Et d'autre part, je crois qu'au niveau de la présentation de ce projet, ça mériterait un débat public, un référendum. Et en cela, donc, je pense aussi que le PACS, que je ne décris pas, était un bon dispositif qui pourrait être amendé et qui est suffisant. On l'entend dans ce reportage, c'est pas un combat militant, c'est vraiment le mariage, c'est l'aboutissement de leur amour. Oui, et vous allez probablement me dire qu'il y a d'excellents couples parents homosexuels et des parents hétérosexuels qui ne sont pas dignes de l'être. Je comprends tout à fait, je n'ai aucun antagonisme à l'endroit de la communauté gay, mais le vrai problème, c'est que ce n'est pas le mariage qui est en cause, c'est la filiation, c'est l'homoparentalité. Et en cela, eh bien, je pense qu'un enfant doit avoir un père et une mère. D'ailleurs, vous ne parlez pas forcément de couple homosexuel? Oui, on peut parler de binôme, mais le PACS c'est suffisant. Le PACS c'est une belle avancée. On peut l'amender. Le reportage que vous avez présenté est excellent. Je comprends la position de ces deux mamans qui souhaitent une autre forme de reconnaissance, mais amendons le PACS. Alors, vous avez publié cet après-midi une tribune publique sur les droits de l'enfant, co-signée également par Daniel Fasquelle, le maire du Touquet. Vous demandez un référendum pour trancher la question. Pourquoi vous en remettre à l'envie, au choix des Français? Je crois d'une part que c'est un écran de fumée pour qu'on ne voit pas les vrais problèmes du moment. Et puis je souhaite un débat public, un référendum. Dans ce cas-là, je pense que je pourrais remettre en cause la volonté de demander une clause de conscience. Puisque là j'ai un dilemme, je suis maire mais aussi législateur, donc je pourrais comprendre l'obligation qui pourrait m'être demandée de procéder à un mariage.
Alors, je ferai des propositions, en l'occurrence, proposition de délocalisation du mariage, proposition de cette clause de conscience et de permettre, comme ça l'est déjà aujourd'hui, à un adjoint, un membre du conseil municipal, de procéder à cette cérémonie. Vous pourriez vous mettre hors la loi ? Je pense qu'il y a depuis quelques jours une posture différente du gouvernement, puisque j'apprends aujourd'hui que le projet de présentation est déjà reculé, repoussé, qu'il y a plus de souplesse dans son approche, donc je ne pense pas que le problème se posera. Donc vous allez effectivement déposer un amendement à l'Assemblée nationale pour mettre en place la clause de conscience. Je vais travailler ces textes parce que cette clause de conscience, un peu comme elle est accordée aux chirurgiens qui refusent de faire l'IVG, eh bien je défendrai la même procédure. Jean-Pierre Decol, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous le rappelle, vous êtes député de la 14e circonscription du Nord et apparenté UMP. Merci beaucoup. Merci. Inaugurée en grande pompe, la maison des adolescents de Saint-Omer est une structure qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux jeunes Audomarois. Ce dispositif complète celui qui existe à Boulogne-sur-Mer, inauguré ce soir. Cédric Hardy a retrouvé sa jeunesse d'antan et s'est glissé dans la peau d'un ado qui découvre cette toute nouvelle structure. Reportage. Bonjour, bienvenue à la maison des adolescents. Voilà, donc moi je m'appelle Nordine, je vais donc te présenter un petit peu ce qu'on y fait dans la maison des ados. La maison des ados, c'est avant tout de l'information sur la santé, la diététique, c'est aussi la possibilité d'accéder à Internet pour tes CV et tes démarches administratives. La MDA, un lieu que les jeunes doivent s'approprier grâce par exemple à l'arbre à souhait. C'est pour permettre aux jeunes de s'exprimer, d'écrire un souhait, un désir, un rêve, tout en restant anonyme. Et puis je dirais que l'important c'est de leur donner la parole et puis de montrer que chacun peut avoir des rêves, finalement, à eux de les exprimer. La MDA, c'est également des professionnels de la santé disponibles selon les envies. Donc ici, c'est la salle d'entretien qui peut aussi se transformer en salle de relaxation. Nous pouvons te proposer des ateliers de relaxation en individuel ou en groupe, si tu ressens le besoin de travailler cet aspect de ta personne. Et si aussi tu préfères parler santé, nous avons donc plusieurs médecins à ta disposition. Enfin, la maison des ados s'adresse aussi aux parents. Donc effectivement, on peut accueillir tes parents qui ont besoin d'écoute et qui ont besoin aussi de savoir un petit peu comment faire les choses avec toi et ce qui pourrait beaucoup mieux se passer. Donc ici, on accueille les parents sans rendez-vous, le lundi de 12h30 à 14h et le jeudi matin de 9 à 10. Mais on peut également recevoir les parents sur rendez-vous dans la semaine, du lundi au samedi. La MDA de Saint-Omer, c'est au 42 rue Édouard Deveau. Plus d'informations au bas de votre écran. Trois anniversaires, ça se fête. Ce midi, la Société de la raffinerie de Dunkerque, la SRD, fêtait les 80 ans de la création de l'entreprise, les 60 ans de sa reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale et le 20e anniversaire du nom SRD. Mais au-delà des anniversaires, c'est un investissement de 20 millions d'euros sur le site dunkerquois que l'on célébrait en présence de nombreux élus de l'agglomération. Des explications avec Fabrice Jeannequin. Un geste symbolique ce midi à la Société de raffinerie de Dunkerque. Le dévoilement d'une plaque devant une toute nouvelle arrivée de gaz naturel annonçait un investissement de 20 millions d'euros sur le site dunkerquois. L'entreprise, qui produit chaque année 300 000 tonnes de bitume et 280 000 tonnes de lubrifiant, veut s'engager dans le développement responsable. SRD utilisera désormais du gaz naturel plutôt que du fioul lourd pour alimenter ses chaudières. Il y a des contraintes réglementaires que nous devons respecter et toutes celles qui sont imposées par la législation, nous les respectons. Mais nous pouvons les respecter de différentes façons. Et nous avons jugé qu'il était nécessaire de le faire maintenant pour réduire nos rejets dans l'air en termes de dioxyde de soufre et de particules et aussi pour pouvoir traiter du gaz naturel qui est un combustible intéressant et plus intéressant que du fioul lourd pour bien des raisons, y compris économiques aussi. L'amortissement de cet investissement prendra tout de même une vingtaine d'années, mais il devrait réduire les émissions nocives de 75%. Une fois par mois, le service public de l'emploi du Boulonnais se réunit. C'était ce matin au lycée Édouard Branly de Boulogne-sur-Mer. Kelly O'Neill nous a rejoint sur le plateau. Kelly, expliquez-nous ce qu'est concrètement ce dispositif. Eh bien, le service public pour l'emploi local est un dispositif inscrit dans le Code du travail depuis longtemps déjà, mais relancé en 2008. C'est en quelque sorte le laboratoire d'analyse d'un bassin d'emploi orchestré par le sous-préfet. C'est une table ronde qui regroupe les représentants de l'État et les acteurs de l'emploi
Conseil général, Conseil régional et bien évidemment Pôle emploi. Depuis son arrivée il y a 3 ans, Daniel Rouillet, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, a choisi lui d'inviter également les chefs d'entreprise et les responsables d'établissements scolaires pour établir avec eux un diagnostic et pourquoi pas faire des propositions. Leur base de travail, c'est bien évidemment les chiffres du chômage que vous voyez apparaître sur votre écran. Au premier trimestre 2012, le taux de chômage était de 14,1% dans le Boulonnais et selon les derniers chiffres du mois d'août, le chômage a encore augmenté pour toucher 14,5% de la population active, ce qui classe le Boulonnais parmi les 30 bassins d'emploi les plus touchés de France. Une fois ce constat posé, vous allez me demander à quoi sert concrètement le service public. Je vais vous demander à quoi sert concrètement le service public. Eh bien, ce service public pour l'emploi sert à quoi? On a posé la question au sous-préfet de Boulogne-sur-Mer. On l'écoute. Nous essayons d'avoir la même analyse et nous essayons d'avoir une action coordonnée. Et surtout de repérer, alors moi c'est mon rôle en tant que représentant de l'État, de dire que par exemple, si l'État a pris une initiative, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des contrats aidés, est-ce que ça marche? Est-ce que dans les établissements scolaires, ça marche? Ça répond aux besoins des établissements scolaires? Est-ce que dans les collectivités locales, ça marche? Est-ce que dans les entreprises, ça marche? Et il faut ce type de réunion pour que soit les informations que j'ai, je puisse les tester auprès des gens que je réunis ici, soit que les gens vont me poser des questions ou me donner des éléments qui vont me permettre de faire remonter un certain nombre de projets ou de propositions. Vous l'avez compris, le SPEL établit donc un diagnostic et définit des priorités. Dans le Boulonnais, il s'agit de l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi longue durée via des formations en alternance. Merci Kelly. Le cirque Maximum de passage sur la Côte d'Opale après Boulogne-sur-Mer, le célèbre cirque belge vient de s'installer son chapiteau décidément ce soir à Coquelles. À partir de samedi et jusque mercredi, plusieurs représentations du spectacle 100% cirque sont prévues par jour. Au programme du trapèze volant avec les Flying Michaels, des tigres blancs et des tigres du Bengale, le clown Mariani et toutes sortes d'animaux. Bref, plus de 2 heures de grand cirque traditionnel comme on les aime. A noter qu'après Coquelles, le cirque Maximum sera présent à Dunkerque du 26 octobre au 7 novembre. Et puis nous étions à Dunkerque, on va y rester. Le salon de l'auto vient d'ouvrir ses portes au Cursal cet après-midi. Il se tiendra jusque lundi, 6500 mètres carrés d'exposition avec la possibilité de voir les dernières nouveautés des constructeurs. Nouveauté cette année avec en extérieur une exposition de véhicules neufs et d'occasion. Patrick Lecaillé nous présente ce salon au micro de Warren Desorties. On va assister à la 29e édition de l'Autosalon de Dunkerque. Donc là, cette année, il y aura plus de 31 concessionnaires, 300 véhicules présents. Le but du salon, c'est de présenter toute l'offre de l'agglo, parce que tous les concessionnaires locaux sont représentés dans un même lieu pour pouvoir, entre guillemets, faire leur choix sur leur choix de véhicules, avoir des documentations et puis aussi, bien sûr, des devis pour leurs futurs achats. Et le salon sera ouvert jusque lundi de 10h à 19h. L'entrée est fixée à 3 € pour les plus de 12 ans et l'entrée sera gratuite pour tous lundi. Le violoniste Didier Lockwood, calaisien d'origine, est de retour ce soir dans le Calaisis. Dans le cadre du festival Tendance, il donnera un concert exceptionnel au théâtre de Calais avec le Mike Stern Quartet. Une piqûre de rappel avant la 2e édition du festival intitulé Violon Chant du Monde qui se tiendra du 29 mai au 1er juin 2013 sous le signe du métissage et du chant. Le but est de faire voyager le public. On écoute tout de suite Didier Lockwood, interrogé cet après-midi par Kelly O'Neill. On est toujours autour du violon naturellement et du chant. Il y aura un peu plus de chant que la première édition. Et aussi des événements. Il y aura une inauguration qui va se faire avec le groupe Bratsch et le retour de ces violons barbares qui nous ont enchantés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Juste après la météo de Patrick Marlière, vous retrouverez Jérémy Albé pour la suite de Tous Opale. On se retrouve lundi pour une prochaine édition. Passez un excellent week-end.